J'ai absolument aucune idée de comment ce livre-là est arrivé dans ma bibliothèque. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique des lectures de Sam. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un classique de la littérature québécoise. J'ai décidé de vous parler des Pays d'en haut. Pour beaucoup, peut-être que certains qui vont regarder cette chronique seront peut-être un peu jeunes pour savoir ce que c'est, mais basiquement c'est plusieurs histoires qui se passaient dans le nord du Québec. Et donc, j'ai décidé de vous parler de l'histoire de Un homme et son péché. C'est donc l'histoire du personnage de Séraphin Poudrier, l'Avare. Un personnage assez connu, et si je me souviens bien, ils ont refait une série d'ailleurs sur les Pays d'en haut avec ce personnage-là justement. Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de, comme j'ai dit, d'un avare, mais de l'homme le plus avare du Québec. C'est donc lui et sa femme, Donalda, qui vivent pauvrement. Ils vivent dans une maison qui tombe presque en ruine. Il y a des courants d'air partout, rien ne va. Donalda, elle essaye d'entretenir la maison, mais elle vit comme une esclave. La première chose qu'on voit, c'est elle essayant de frotter le plancher avec un morceau de paille. Elle n'a même pas une brosse, elle est obligée de frotter avec la paille. Et donc, on a ce personnage de Séraphin Poudrier qui, lui, à chaque fois que Donalda n'arrête pas de lui demander « Mon cher époux, pouvons-nous acheter ceci ou cela, cela m'aidera un peu ?» Et Séraphin ne cesse de lui dire « On ne peut pas, nous sommes trop pauvres. » Et donc, le livre va suivre l'histoire de ce personnage qui vit dans l'extrême pauvreté, mais surtout qui est probablement l'une des personnes les plus riches de tout cet univers. Il est extrêmement riche et il est extrêmement malin pour s'enrichir. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il vit de manière aussi pauvre s'il est riche? Eh bien, je vais sortir beaucoup ce terme-là, je pense, aujourd'hui. Il est avare. Il garde tout pour lui, caché dans une pièce que Donalda n'a pas le droit d'aller voir, que personne n'a le droit de rentrer. Et même encore là, son argent est caché dans un sac de pommes de terre, si je me souviens bien. Donc, on va donc suivre l'histoire de ce personnage qui garde son bien précieux caché dans cette pièce fermée à clé dont seul lui a l'accès. Et on va donc voir son évolution, voir comment il évolue, notamment avec Alexis, son cousin. Alexis, son cousin. Et surtout, comment est-ce qu'il vit, puisqu'il est fermier, mais il est surtout prêteur sur gage. C'est-à-dire que il va prêter de l'argent à des gens en leur demandant un certain montant en retour. Mais il va être malin parce que il va des fois leur prêter de l'argent à des gens qu'il sait pertinemment qu'ils seront incapables de lui rendre l'argent, et surtout avec les intérêts. Et surtout, il va prêter de l'argent à des gens qui ont des choses qu'ils désirent. Et grâce à ces petites magouilles, il va accumuler. Et on va suivre ce personnage-là jusqu'à sa chute. Je vais pas vous spoiler, mais disons juste que il va avoir ce qu'il a semé. Donc, bonjour à tous. Je dois avouer que résumer Un homme et son péché était une tâche assez difficile en fait. Parce que ce n'est pas une quête, on ne suit pas un personnage qui a un but précis. On suit juste Séraphin qui vit sa vie d'avare. Alors, si il n'y a pas réellement de quête ou d'objectif, qu'est-ce qui rend ce livre si bon? Eh bien, je pense que premièrement, c'est la vision de l'avare. On voit l'horreur de ce vieil homme aigri qui est prêt à récolter chaque centime possible. Il serait capable de vendre sa femme s'il sait qu'il peut en avoir du profit. Sa femme, d'ailleurs, qui va dire un jour que ça a été son seul et unique acte de désir. La seule unique fois qu'il n'a pas agi pour l'argent, mais simplement parce que il trouvait Donalda attirante.
D'ailleurs, elle est plus jeune que lui. Et on le voit que c'est la seule et unique fois, puisque cette femme-là est traitée comme une esclave. Et donc, on va voir tout son point de vue, à quel point il se rend malade de justement de vivre aussi pauvrement, de manger avec le strict minimum. S'il ne pouvait se nourrir que d'eau, il le ferait. Et c'est ça qui est fascinant. On se dit, comment un personnage peut vivre? Comment est-ce qu'il peut être ce qu'il est? Comment est-ce qu'on peut vivre, même encore là, être fermier, être prêteur sur gage? Comment est-ce qu'on peut ne penser qu'à s'enrichir sans dépenser, sans penser à ses proches, juste en pensant à soi-même? Et en continuant à avoir des proches, parce que, comme je dis, il a son cousin Alexis, mais il a sa femme, il a des gens qui viennent le voir, encore une fois, il est reconnu. Et des gens viennent le voir, alors que la plupart des gens savent qu'il est radin, mais qu'il est radin à un point que ça n'a aucun sens. Ensuite, je dirais que ce qui rend ce roman vraiment intéressant, ça va être que chaque personnage est un peu un... Je dirais pas jusqu'à dire un archétype, mais chaque personnage se caractérise très bien. Alexis, ça va être le bon vivant, la personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'argent, qui a des fois des difficultés, mais qui essaye juste d'être heureux, de rendre ses proches heureux. Il va souvent aider Séraphin qui va le traiter d'imbécile, qui va souvent le traiter d'imbécile en se disant, mais tu es pauvre et tu serais prêt à me donner des trucs pour moi. Moi je suis intelligent parce que moi je pense à moi. Moi je garde mon argent. Mais toi tu es pauvre. Et donc, on a Alexis qui est l'exact opposé de Séraphin. Il a une femme, des enfants, il est heureux et il n'a pas beaucoup d'argent. Donc Séraphin a aussi une femme, mais il ne s'y intéresse pas, il n'y a pas d'enfants, et par contre il a tout l'argent qu'il veut. Je veux dire, je pense qu'il serait capable de s'acheter le village 3 ou 4 fois avec l'argent qu'il a. Ensuite, il y a Donalda aussi. Donalda, cette pauvre femme qui travaille d'arrache-pied, qui s'arrache les genoux, qui s'arrache quasiment la peau à essayer de frotter le plancher et à essayer d'entretenir la maison, qui a limite des problèmes de santé, d'ailleurs qui va avoir des problèmes de santé à cause de son mode de vie, qui ne mange presque rien et qui est presque persuadé qu'ils sont réellement pauvres, qu'elle ne comprend pas comment est-ce qu'ils peuvent être aussi pauvres alors que leurs affaires semblent fonctionner. Donc cette pauvre Donalda, on la prend en pitié. Et je dirais que ce qui rend justement le personnage de Séraphin intéressant, c'est le fait que on est coincé avec lui dans un sens. On le suit, l'histoire, c'est son histoire après tout. Mais on n'aime pas vraiment sa manière comme il est. En fait, on se prend d'attachement pour les autres personnages. Et on veut le voir un peu avoir la monnaie de sa pièce, comme on pourrait dire. On voudrait voir les autres personnages s'en sortir. On voudrait voir un acte d'humanité. Ça fait un peu penser au personnage de Monsieur Burns dans Simpson. Tu sais, un personnage qui n'a aucun cœur, qui pense, tu sais, qui se rappelle à peine des autres, qui ne pense jamais aux autres, qui se rappelle pas au nom des gens et qui ne pense presque qu'à s'enrichir en étant presque sur le point de risquer la vie de ses employés uniquement si ça peut lui rapporter plus. Aussi, ce qui rend ce livre fascinant à lire, c'est la réflexion sur les personnages. Comme je dis, les personnages ne sont pas des archétypes, mais c'est vraiment le fait que on réfléchit sur leur situation. Ça fait penser un peu au dernier roman dont je vous ai parlé avec Platinum N, avec la quête du bonheur. Puisque le seul et unique personnage qui va avoir une quête du bonheur dans ce livre, c'est Séraphin. Et pour lui, sa quête du bonheur, c'est d'accumuler encore et encore de l'argent, quitte à rendre tout le monde malheureux. Donc, c'est fou, c'est juste fou de se dire que un personnage peut être aussi horrible et que, à la limite même du manichéisme. Et ce qui rend en fait ce livre assez intéressant, c'est que j'ai pas souvenir. En fait, on a sûrement tous déjà vu une image d'un avare, mais l'avare est c'est un trait de caractère qui définit un personnage. Ici, l'avare, c'est Séraphin. Et ce personnage-là
est ancré dans la culture. Ce personnage-là a suffisamment bien écrit et suffisamment intéressant que, absolument, au Québec, si on parle des pays d'en haut, eh bien, la majorité des gens vont vous sortir le nom de Séraphin Poudrier. Parce que on sait c'est qui Séraphin, c'est un personnage dans la culture québécoise. Et c'est fou de se voir que ce personnage-là est aussi mémorable. Alors, la plupart des gens en librairie qui venaient me demander ces livres-là, c'était des jeunes qui devaient le lire pour leur cours au cégep. Et pour le coup, je me suis toujours dit que si un jour je devenais professeur, moi aussi je le ferais lire. Parce que je considère que c'est un bon roman québécois. C'est, en fait, un bon classique québécois, parce que je peux pas comparer ça aux romans modernes. Souvent dans nos cours, on faisait lire des romans comme Maria Chapdelaine. Et même si Maria Chapdelaine a apporté énormément à la littérature québécoise, je vais pas vous le cacher, j'ai trouvé le livre hautement ennuyeux. Et c'est dommage que ça dégoûte un peu des classiques québécois. Ben, ça dégoûte beaucoup de monde parce que ce genre de l'idéologie du terroir est un peu présente aussi dans les pays d'en haut, maintenant je pense. Mais l'idéologie du terroir est pas si bien, est pas tant fascinant pour aujourd'hui, surtout quand on peut voir certaines œuvres extrêmement intéressantes qu'on sort aujourd'hui. Et pourtant, on a cette œuvre-là qui se lit très bien. N'importe qui peut le lire, même s'il y a quelques termes en joual, n'importe qui peut le lire. Et surtout, tout le monde peut être fasciné, ou c'est peut-être moi qui me m'enjaille un peu, mais disons juste, c'est vraiment fascinant comme personnage. Donc je dirais que oui, je recommanderais quand même ce livre-là. C'est une bonne question ça, à qui est-ce que je recommanderais le livre? Je dirais simplement, comme j'ai dit plus tôt, aux étudiants d'abord. Parce que faire lire un livre à quelqu'un qui ne lit pas nécessairement beaucoup, c'est compliqué. Parce que c'est facile de tomber dans une histoire qui ne plaît pas vraiment, qui pourrait ne pas plaire aux jeunes. Mais je dirais que faire lire ça dans un cégep, c'est extrêmement fascinant. Surtout qu'en ce moment, par exemple, on a beaucoup d'histoires classiques qui commencent à être relues. Je prends par exemple Anne la Maison Pignon Vert. Bon, ok, c'est pas nécessairement québécois, mais c'est quand même un classique canadien. Donc, Anne la Maison Pignon Vert, que beaucoup de jeunes se mettent à lire. Donc, pour faire découvrir la littérature québécoise, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ce sera à ces gens-là aussi que je recommanderais. Pour ceux qui veulent découvrir la littérature québécoise, ça évite d'avoir une histoire trop complexe où les gens s'enferment, genre les gens se compliquent la vie, puis avec ça, ça perd un peu le lecteur. Je dirais que n'importe quel lecteur qui est juste curieux de découvrir la littérature québécoise pourrait être intéressé par ce genre d'œuvre. Ensuite, je dirais à ceux qui lisent pas beaucoup. Parce que il y a certains de ces livres-là, en librairie, il y a des fois des gens qui lisent pas beaucoup et qui me disent qu'ils lisent pas et qu'ils aimeraient s'y mettre. Et c'est dur de recommander, parce qu'il faut pas que le livre soit trop simple pour éviter que la personne ait l'impression de lire un livre pour tout petit, puis que ce soit pas si intéressant que ça. Mais il faut pas que ce soit trop compliqué non plus. C'est un peu comme les Agatha Christie que je recommande pour les romans policiers. C'est suffisamment simple pour que justement n'importe qui puisse apprécier, et suffisamment complexe pour éviter de s'ennuyer. Et ben, je trouve ça pareil. Je me dis, pour quelqu'un qui veut se mettre à lire, commencer à lire des romans, eh bien, Un homme et son péché serait justement un excellent début. Se lit très bien, se lit assez vite aussi, vu la taille du livre et vu la taille de l'écriture. Ça se lit très très vite. Des personnages attachants. Et surtout, une narration assez agréable. Donc, ce qui me fait rire, c'est que je sais que j'ai une amie que ça pourrait intéresser vu qu'elle donne des cours de langue. Mais, fait que, moi je vous dirais, c'est vraiment une œuvre à lire au moins une fois dans sa vie. Au coin d'une table, vous partez en camping, vous prenez le livre à la bibliothèque, vous le lisez en une fin de semaine, et vous avez ça à votre culture. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette nouvelle chronique des lecteurs de Sam, et je vous dis à la fin de semaine prochaine.